bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, j'avais envie de faire des interviews pour pouvoir présenter des profils divers, variés, de tous horizons, mais surtout de classes populaires, de personnes issues des minorités, etc. pour vous inspirer et vous donner un petit peu plus de visibilité sur plein de chemins différents. T'inquiète, je suis prêt. Trop fluide. Non, je suis sûre que ça gère. Du coup, cette série d'interviews s'appelle Lumière Sûre et aujourd'hui, on reçoit Aïssata Tambadou. Donc, Lumière Sûre, Aïssata Tambadou. On dit bien comme ça, hein. Hello, oui, exactement. Bien dit. Super. Normalement, ça sera la première interview qui sortira parce que les autres sortiront après. Même si dans les autres, je vous ai dit que c'était les premières interviews qui sortiront. Je pense que ça sera celle-là. De toute façon, on verra au feeling. Voilà. Donc, trop contente d'avoir Aïssata aujourd'hui avec moi. Merci de me recevoir. Voilà. Elle va se présenter après, mais en tout cas, Aïssata, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de mes études à l'Institut Télécom Business School. Comme vous le savez, j'ai fait mes études en école de commerce et voilà, c'est devenu ma sista, ma sœur. C'est une personne très inspirante qui moi-même m'inspire au quotidien. Donc voilà, je pense qu'elle peut vous donner des retours sur plein de sujets différents. On va parler de... Vous allez voir, voilà. Suspense. Ouais, voilà. Alors, bonjour Aïssata. Hello, Anya. Ça va, tu vas bien? Ouais, au top, super Super. bien accueillie. T'es à l'aise? Exact. Ok, super. Donc on va commencer par la question classique du début d'interview. Présente-toi un peu, toi, d'où tu viens, que ça soit en termes de ville, de milieu socio-culturel et de parcours un peu LinkedIn, ta formation scolaire, professionnelle. Exact. Déjà, merci Anya pour l'interview. Je pense que c'est un trop beau projet. Je m'appelle donc Aïssata Tambadou, comme tu le disais, j'ai 28 ans. J'ai grandi au Muro, donc dans les Yvelines. Je suis d'origine malienne et aujourd'hui je suis entrepreneur. Donc mon parcours, en fait, moi j'ai fait un bac économique et social. Ensuite j'ai fait une classe préparatoire économique qui m'a ensuite permis d'intégrer une grande école de commerce, donc la même CAGNA, Institut Télécom, qui aujourd'hui c'est... Elle a encore changé de nom. IMTBS. Ah, changé de nom 2 ou 3 fois, c'est IMTBS aujourd'hui. Ils refondent leur marketing tout le temps. Exact. Et après, du coup, j'ai travaillé pendant 2 ans avant de créer mon entreprise dans un centre de formation digitale, basé en Afrique et qui travaille sur l'Afrique et la France. Trop bien. Et comment t'as fait pour arriver jusqu'à ce projet? T'as eu des expériences pro avant? Exactement, j'avais travaillé tout d'abord à Total dans les services intrapreneuriat, donc sur des sujets d'innovation en interne grâce aux méthodes d'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai travaillé pour un incubateur au sein duquel j'ai pu accompagner différents entrepreneurs et mener des programmes de développement qui favorisaient l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Et après ça, je me suis moi-même formée un peu au digital, aux outils qu'on appelle no-code, et je me suis dit que je voulais absolument apporter ces outils-là, cette méthode-là en Afrique. Et donc, j'ai lancé mon centre de formation en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle comment? Le plan B. Ok, trop bien. Est-ce que tu penses que tu peux nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet univers, ce que c'est par exemple l'entrepreneuriat, l'innovation, l'incubateur, un petit peu? C'est vrai, non, c'est vrai que c'est moins plus technique. L'entrepreneuriat, c'est permettre à des personnes qui sont salariées au sein d'une entreprise, en parallèle de leur métier, de développer un projet interne à l'entreprise comme s'ils étaient entrepreneurs. Ils gardent leur salaire, ils gardent leur statut, mais ils ont des heures allouées au développement de leur projet. Et c'est un peu aussi infuser la culture start-up, donc entreprendre rapidement avec de l'innovation au sein de l'entreprise. L'innovation, c'est apporter des nouveautés, produits ou process sur un marché. Et si vous voulez, dans les grandes entreprises maintenant, dans les cabinets aussi de conseil, dans les startups, il y a de nouvelles méthodes qui sont arrivées pour penser différemment et proposer des solutions nouvelles en se disant qu'on va partir du besoin de l'utilisateur final, donc the final user, pour à partir de ces besoins construire de manière progressive des solutions. Donc voilà pourquoi on parle un peu d'innovation aussi collaborative. Et donc on va utiliser des méthodes un peu comme la méthode agile, le design thinking, donc la pensée design dans l'innovation. Donc c'est encore d'autres mots techniques. Ouais, mais au moins ça vous donne des mots-clés. Si vous voulez vous intéresser à ça, vous allez chercher sur Google, il y a 1 million de ressources sur ça, et puis ça peut vous permettre de développer des sujets et tout. Donc c'est ça. Et du coup, l'entreprise que j'ai rejoint après Total, c'était Bonduna, donc un incubateur. Et c'était une association qui était spécialisée vraiment dans l'accompagnement des entrepreneurs. On les prend de leurs idées, on les pousse à tester leurs idées, à prototyper, à rencontrer leurs cibles, à faire un business plan, et on les accompagne sur toutes les phases d'entrepreneuriat jusqu'à ce qu'ils puissent lever des fonds et être indépendants.
Ok, donc ça c'est un incubateur. C'est En ça. gros, on accompagne. Et là, toi, c'était spécialisé dans les projets africains. C'est ça. Ok. C'est parce que c'est un sujet qui te touche particulièrement, d'aider à développer peut-être ta zone d'origine. D'ailleurs, toi, t'es première génération en France, t'es descendant d'immigrés, t'es né au Mali. C'est ça, exact. Descendants d'immigrés, donc mes parents sont maliens, sont venus du Mali, je suis née ici Ok. en France. Et oui, j'avais exactement cette envie-là de me dire, je veux contribuer au développement du continent africain. En plus, à travers des programmes entrepreneuriats, ça m'intéressait plus, parce qu'avant, c'est vrai que je pensais beaucoup à l'humanitaire en tant que soi, mais ça m'a très vite un peu moins parlé, parce que j'avais pas le côté assistance, et je me suis dit, j'aime bien le fait d'outiller des gens qui après sont indépendants et peuvent eux-mêmes du coup contribuer à développer leur environnement direct. Ouais, je suis d'accord. C'est ce qu'on en discutait l'autre jour. Tu sais, on disait parfois on ramène des ordinateurs dans des villages, C'est ça. et puis finalement, ces ordinateurs-là, obsolescence, ils ont des problèmes, ils se cassent, et en fait, on n'a formé personne à réparer ces ordinateurs-là, alors qu'on aurait pu créer des métiers. On peut apprendre la couture à des femmes, on peut faire plein de choses, et toi, du coup, t'aides les entrepreneurs dans tout ce qui est tech. Franchement, c'est top. Et donc, tu nous as parlé des outils no-code. Toi, aujourd'hui, c'est ce que tu fais principalement, c'est sur ça que se base ton entreprise. C'est ça. Donc, c'est une entreprise qui forme en fait différents publics, donc entrepreneurs ou salariés, à des outils que j'appelle des outils malins et qui permettent, sans être un expert de l'informatique, sans être développeur, de quand même pouvoir développer son site web, sa boutique e-commerce, son application. Et en gros, on va les former rapidement à des outils qu'on peut apprendre en 2 jours ou en 2 semaines, qui font qu'à la fin, ils sont assez indépendants pour construire leurs solutions. Et le but, c'est de se dire, les développeurs sont hyper importants pour développer l'Afrique, les techniciens également, mais tout le monde n'a pas le luxe ou l'envie de passer 1 an, 2 ans à apprendre, ou même 6 mois à apprendre du code. Surtout ceux qui sont entrepreneurs, qui aimeraient se lancer rapidement, tester rapidement, et qui n'ont pas non plus les budgets pour aller payer un développeur super cher. Ouais, c'est très coûteux. Donc quand on entreprend au début, l'argent c'est hyper précieux, et bah on se dit, voilà, on va leur apprendre eux-mêmes à faire pour qu'ils soient indépendants un maximum. Ok, trop bien. Et du coup, par rapport à ta construction un petit peu sociale, identitaire, familiale, et même la culture un peu de banlieue, est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont freiné potentiellement vis-à-vis que ce soit des inégalités sociales, de l'asymétrie d'information, ou juste peut-être une culture familiale qui t'a poussé, je sais pas, à l'entrepreneuriat, à avoir cet esprit de liberté, enfin, par rapport voilà, à cette construction-là, familiale, géographique et tout, est-ce que t'as... Oui, exact. Mais je pense que j'ai eu un apport culturel qui a créé une sorte de paradoxe chez moi, parce que moi je suis d'origine malienne et soninké en plus. Chez moi, les femmes, en tout cas traditionnellement, elles se marient quand même assez tôt. Donc, une femme, on l'éduque traditionnellement pour qu'elle puisse prendre soin d'un foyer ou d'une famille. Donc, c'est un peu le schéma qu'on te dessine. Et en même temps, moi, dans ma famille, j'avais cette dynamique-là plus traditionnelle. Et j'avais en même temps des figures féminines hyper fortes. Donc, j'avais des tantes qui étaient commerçantes, des tantes qui étaient des bosseuses, ma mère qui pourtant n'est pas allée à l'école, qui me disait mais va à l'école c'est trop important. Donc j'ai eu ces deux dynamiques-là en moi. Et du coup je pense que ça a créé ce côté où j'ai pas eu trop de mal à rester authentique, je pense, à qui j'étais, parce que c'était comme ça que j'ai grandi dans une famille hyper traditionnaliste. En même temps, j'avais ma mère qui me disait bah, va à l'école, même si elle ne comprenait pas forcément les parcours comment ça s'appelait au lycée APB. APB. Ouais. Oui, ils connaissent voilà, pas les elle dates, connaît les absolument trucs, pas ça. ils font confiance. C'est ça. Va à l'école. Après, moi, du coup, j'ai eu à me débrouiller un peu toute seule, à aller faire des portes ouvertes alors que j'avais 16 ans, 17 ans. Je prenais mon petit bus ou mon petit train pour aller faire ça, à appeler des gens, à envoyer des messages pour avoir plus d'informations. Donc, il y a ce côté où j'ai pas été accompagnée par mes parents pour avoir l'information. Je l'ai fait un peu seule. Mais j'ai pas non plus été freinée pour poursuivre mes études. Donc j'ai eu un peu ces deux dynamiques-là. Après, derrière, effectivement, quand tu arrives dans le supérieur, il y a un décalage culturel qui est là, sur de la prise d'information. C'est sûr que quand on va au musée avec ses parents, vu qu'on a 3 ans, bah, on n'a pas forcément les mêmes apports culturels qu'une personne qui ne le fait pas. Et en même temps, je pense que j'avais aussi beaucoup de naïveté, donc je percevais pas forcément toutes les réalités socio-économiques qu'il y avait derrière ma réalité à moi. Et ça m'a protégée quelque part. Parce que jamais je me suis dit, je peux pas l'en prépa. Jamais je me suis dit, je peux pas faire ça. J'ai pas eu ces freins-là, moi j'ai eu cette chance-là, de me dire, depuis ma troisième, je savais que je voulais faire une prépa, je savais que je voulais faire telles études, tel bac général, et je me suis jamais sentie freinée. Mais du coup, je pense par naïveté, par optimisme aussi, qui m'a un peu protégée de cette bulle, et quand on grandit, on se rend compte que oui, effectivement, il y avait des freins dont je me rendais pas compte à l'époque. Mais c'est génial ça, oui, que t'aies un peu été occultée de tout ça et que ça a pu te motiver. Est-ce que tu penses que du coup, ça peut être une erreur de montrer aux jeunes qu'il y a des inégalités, mais réalité sans fatalité,
où justement on doit peut-être pas leur annoncer que ça va être un parcours du combattant Ah, ma position dessus, elle est un peu difficile. Moi, je pense qu'il faut donner beaucoup d'optimisme aux jeunes, parce que ce qui fait la différence entre un jeune et un autre, c'est la perspective, c'est la vision. Je pense que c'est pas forcément tellement les capacités ou l'intelligence, mais c'est plus comment tu perçois le futur. Et plus on le perçoit de manière positive, plus on va tenter des choses, essayer des choses sans se mettre de limites. Donc, je pense qu'il faut dire aux jeunes qu'ils peuvent rencontrer des difficultés, mais pas non plus les marteler, en tout cas très jeunes. Parce que sinon, ça peut casser leur entrain et leur dynamisme, mais au contraire, les pousser en se disant, bah voilà, tel exemple positif, et leur dire, bah voilà, tu peux faire quand même comme lui. Et je pense qu'il faut absolument valoriser les bons profils, les gens qui ont fait des choses, peu importe le domaine, hein, sportif, école, c'est ça, peu importe. Et absolument, en fait, je pense qu'il faut créer un storytelling. Tu vois, je pense que je prends l'exemple un peu des États-Unis qui ont fait un storytelling du self-made man. Ça a attiré tellement de monde à travers le monde qui sont allés immigrer là-bas parce que tout le monde y croyait et tout le monde du coup avait de l'énergie. C'est vrai. Je pense que pour nos jeunes, c'est la même chose. Il faut leur créer un storytelling du possible. Vous pouvez le faire. Lui, il a réussi, elle a réussi, mais vas-y, fonce. Et après, plus tard, oui, on pourra s'asseoir et décortiquer les réalités sociales qu'il y a derrière. Mais à ces jeunes, je pense qu'il faut les pousser en mode positif. Oui, puis on n'a rien à perdre à le faire en soi, donc c'est très très intéressant. Parce que c'est vrai que le mindset joue énormément, tu sais, quand on voit, quand on vient de citer ou quoi, et qu'il y a toujours quelqu'un pour nous dire mais vas-y, avec ton bac+5, tu vas avoir aucun travail, c'est pour ça que moi j'y vais pas, de toute façon avec vos diplômes vous allez rien faire, avec ton voile tu vas jamais travailler, etc. Et c'est vrai que je pense que ça les a énormément freinés dans la quête. C'est sûr, ça les freine au sein de leur famille, ça les freine dans leur entourage, et c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'efforts et de force de caractère de lutter contre ce vent un peu négatif. Oui, c'est vrai, parce que ça peut motiver certains à se dire vas-y, moi je vais y aller, je vais claquer le plafond de verre et tout, mais bon, c'est une minorité, c'est clair, Ok. Et par rapport justement à ce que tu disais sur. Parce que tu as dit que tu étais soninké, est-ce que. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec ça, c'est une ethnie particulière? Oui, les soninké, c'est une ethnie d'Afrique de l'Ouest qui se retrouve sur plusieurs pays. Donc, étalée entre le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, un peu aussi en Guinée. Et du coup, c'est un peu un territoire enclavé. Donc, les Soninké, c'est un peuple, souvent par rapport aux autres, que je qualifie un peu plus traditionnaliste, mais avec aussi beaucoup de valeurs fortes. Il y a beaucoup, pour moi, d'honneur et d'intégrité et de sens du travail. Je vois beaucoup de mamans Soninké qui travaillent, qui essayent de faire leur commerce, qui achètent des produits, qui les revendent et tout, et franchement, je kiffe. Il y a beaucoup de sens du travail. Enfin, en tout cas, les immigrés Soninké qui sont venus en France ont vraiment bossé super dur pour s'en sortir et prendre soin après derrière de leur famille récemment. Ok. Et toi, quand tu bosses avec l'Afrique, vous parlez français en général? Oui, on parle français, surtout en Côte d'Ivoire, c'est un pays où la langue française elle est vraiment répandue et maîtrisée par tous. Au Sénégal, pareil, au Mali aussi. Après, c'est sûr que lorsqu'on parle une langue africaine, c'est un avantage pour travailler avec les Africains. Mais sinon, tout le monde parle français dans le cadre de mes interactions à moi. Ok, d'accord. Et je saute du coq à l'âne, mais je repense à quand tu parlais de la prépa, du coup que toi t'es partie chercher l'information, justement si t'avais un conseil à donner à des gens qui sont pas accompagnés, même si les parents sont derrière, ils ont envie, mais voilà, moi je sais que ma mère, si je lui disais je vais faire un bac STMG ou un bac ES, elle savait pas du tout quelle était la différence à l'époque, donc est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu conseillerais peut-être pour qu'ils aillent chercher l'information, et parce que des fois ils ont envie, mais ils savent pas où chercher en fait. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a motivé à... Déjà, moi, je pense que peut-être que ça joue, mais j'ai toujours aimé l'école. Pas seulement le côté scolaire et les matières, hein, mais j'ai toujours aimé même les assos de l'école, les assos sportifs, les assos théâtre. Donc, je pense que ça peut jouer de créer un lien avec l'école. Je pense que ça peut jouer également de créer un lien avec le corps enseignant, surtout s'il est bienveillant. Ils ne sont pas toujours bienveillants, mais ceux qui sont bienveillants, franchement, vont vous aider à fond en vous poussant. Et essayer de trouver des exemples dans votre entourage de gens qui sont passés par là avant vous. Un grand frère, un grand voisin, une grande cousine qui peut vous aider et vous aiguiller et vous accrocher à ces personnes-là. Parce que souvent, on en a une ou deux et il faut s'y accrocher, c'est ça. Et puis après, je pense que c'est vraiment pousser les portes, se rendre aux portes ouvertes, même si on a l'impression d'être la minorité là-bas que personne ne ressemble. Bah, c'est pas grave, aller toquer un peu aux portes et puis discuter avec les gens. Et puis aussi, maintenant, Google, quoi. À l'époque, il n'y avait pas autant d'infos sur Internet. Quand j'avais 15 ans, on a des interviews comme celle-là. C'est ça. On a Insta, on a plein de choses sur Twitter. Je sais que parfois, il y a des gens qui vont dire voilà, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait tel bac ou telle étude et tout. Et c'est vrai ça peut vite graviter, mais ouais, faut être motivé. Ouais, je suis d'accord.
Ok, bah trop bien. Donc on va repartir un petit peu dans la chronologie. Du coup, toi tu passes ton bac, tu vas en prépa et tu vas dans une prépa de banlieue, de Paris, Prépa banlieue, donc je suis allée à Cergy, d'accord. à Fred Kessler. Et du coup, j'allais dire j'ai aimé mes prépas, je les ai aimés mais j'ai souffert. Hein. C'est assez dur. Honnêtement, avec le recul, je suis tellement contente d'être passée par là et pour moi, je regrette pas. Mais sur le coup, c'est dur. La prépa, franchement, c'est un coup. C'est un coup. Et puis, on parlait un peu d'inégalités. Ouais. Des inégalités en prépa qui paraissent minimes, mais qui ne le sont pas. Typiquement, en première année, j'avais pas de logement. Donc, je faisais les allers-retours en transport en commun. Et en classe préparatoire, chaque minute compte. Donc, faire des allers-retours, c'est compliqué. Mais typiquement, dans une famille où ça se fait pas trop de vivre tout seul, où ça se fait pas trop, voilà, et puis même on connaît pas tellement les systèmes du Crous ou autres, bah c'est une inégalité à l'entrée directement. Ouais, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est waouh. C'est ça, c'est le fait de parfois devoir avoir un job étudiant à côté, c'est aussi. Bah... T'as fait ça, toi aussi? Ouais. C'est à chaque fois que je dis ça aux gens, ils sont en mode quoi? Genre, t'as bossé pendant ta prépa, truc de fou. Ouais, clairement. Et puis le fait d'être la première, entre guillemets, à être passée par là, bah j'avais pas forcément de personnes pour me conseiller sur les concours, me conseiller sur tel livre, telle stratégie. Donc moi je pense que j'avais de bonnes capacités intellectuelles, mais je manquais de méthode en prépa. Et du coup, la méthode, je pense qu'on l'apprend, oui, à l'école, mais aussi avec son environnement. Et ça, c'est ce qui me manquait, c'est ce que j'ai dû apprendre sur le tas pour du coup réussir. Ok. Ouais, donc déjà, tu pars avec un petit rosa, niveau capital culturel, niveau capital économique et tout. Et quand tu arrives là-bas, tu dois aussi rattraper tout ça, toute cette méthodologie et tout, et tenir psychologiquement. Exact. C'est assez dur. Ok. Et tu l'as plutôt bien vécu au final, tu t'es accroché. C'est ça. Après, moi, je pense que j'avais pas en tête l'abandon. Ouais, je me suis jamais dit. Ouais, c'est pas juste une option. Je pense que j'aime souffrir, je sais pas, mais c'était pas une option. Et c'est vraiment, bah, je vais de l'avant. Tu vois, c'est bon, ok, c'est dur, mais je dois finir en fait. Il y a ce côté. Et du coup, peut-être que c'est lié à mon éducation. L'autre jour, je pensais à ma mère et je me suis dit, je pense qu'elle nous a appris à supporter des choses dures. Et du coup, dans son éducation qui était un peu stricte, bah, je pense que ça forge derrière pour se dire que c'est pas une option d'abandonner. On souffre, ok, mais on va jusqu'au bout. Ok, trop bien. C'est vrai qu'en général, les mamans immigrées d'Afrique noire, d'Afrique du Nord et tout, ils ont ce mental-là, ils ont dû endurer tellement de choses et eux, ils n'avaient pas le luxe parfois, très souvent, d'abandonner en fait, de laisser tomber et tout. Donc ouais, c'est vrai que ça forge de fou. Ah mais clairement, c'est une éducation à la dure, mais du coup, t'es prête derrière pour des avantages et des inconvénients, totalement. Et du coup, toi, quand tu arrives à l'issue de tes 2 années de prépa, est-ce qu'il y avait d'autres options que tu as envisagées, de retourner à la fac, etc. Est-ce que l'IMTB, c'était ton seul choix pour l'école de commerce? Alors, effectivement, pour moi, c'était une période assez compliquée. D'ailleurs, moi, j'ai cubé. Ah, ok. J'ai cubé alors que j'avais eu l'école déjà lors de mes premiers concours. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, donc, depuis ma 3e, je me projetais en prépa. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Avant même d'avoir mon bac général, je me disais, je vais faire comment t'as découvert ça? Il y avait quelqu'un dans son entourage qui a fait ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Incroyable. Ouais. Du coup, je repense à moi à 15 ans. Bah oui. C'était ce que tu voulais faire et c'est vraiment ce que je voulais faire. Et après, en fait, le souci que j'avais, c'était que moi, après la prépa, je savais même pas ce qu'on faisait. Donc, c'est en entrant en prépa qu'on m'a dit, il y a des concours. Et après les concours, tu vas en école de commerce. Et ça coûte 30 000 €. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? C'est clairement ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi une école de commerce? Donc jusqu'en première année, une école de commerce, pour moi, c'était chiant, je comprenais pas ce que c'était. Donc c'est vrai que du coup, je me suis pas préparée à la suite. Et arrivée en 2e année, je me suis dit, wow, j'ai passé les concours. J'avais eu, je pense, jusqu'à TBS à l'époque, qui était, je pense, 6 ou 7e, je sais plus. Et en fait, je me suis dit, waouh, par contre, là, donc l'année prochaine, je dois aller en école de commerce, il faut que je prenne un crédit et tout. Et c'est ce côté un peu, voilà, préparation qui m'a freinée. Et j'ai cubé parce que je savais pas ce que je voulais faire. Ok, c'est fou, incroyable. Et je me suis dit, ok, non, je pense qu'il me faut 1 an pour préparer le boulot. Ok, ouais, tu t'es dit, je vais pas me lancer dans quelque chose comme ça. C'est ça. Et puis, de toute façon, ce sera toujours une année incroyable en termes d'apprentissage. Mais ok, tu t'es dit, je cube. Ah oui, cuber. C'est redoubler la 2e année de prépa.
Mais redoubler, c'est pas... En fait, personne ne vous oblige à redoubler. C'est-à-dire que vous passez vos concours et vous avez des écoles. Et si les écoles que vous avez normalement ne vous satisfont pas, vous allez cuber, refaire votre troisième année pour repasser les concours. Elle, dans son cas, elle a eu des écoles, mais voilà, elle savait pas exactement. Donc elle s'est dit, je refais une année. Et comme d'ailleurs, on a un thème qui est imposé en philo et en culture générale, littérature, qui change tous les ans, à chaque fois je me dis, bah t'apprends toujours des nouvelles choses quand tu cubes avec ce nouveau thème. Exactement, vraiment. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, lors de ma troisième année, donc j'ai intégré Télécom. Ok. Et là, du coup, le choix était plus clair aussi. C'était aussi lié au système boursier dans l'école qui était plus simple pour moi. Parce que c'est gratuit pour les boursiers. Parce que c'est gratuit pour les boursiers, effectivement. J'avais fait du coup les oraux. J'avais hyper aimé l'ambiance de l'école. Et à l'époque, c'est Inès Razali qui m'avait fait mon intégration. Et du coup, je suis encore là, saluer. Trop mignonne. T'as vu, à chaque fois, je me dis, il y a des gens qui ont... Je sais pas, ils sont venus dans ta vie juste comme ça, mais ils ont quand même influencé l'ambiance, le feeling, se dire et tout. Et pareil, j'avais rencontré Katia à l'époque. Et c'est trop bien en fait, c'est des gens que tu rencontres comme ça mais qui changent des trucs dans ta vie. Exact. Et du coup, voilà, je pense que ça m'a aussi beaucoup influencé et rassurée. Ouais. Et donc j'ai intégré l'école. Et puis après, voilà. Donc, et du coup, je suis trop contente d'avoir fait ce choix-là. Je pense que du coup, ça m'a orienté beaucoup de choses après dans le reste de ma vie. Donc, très contente. C'est quoi qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu as aimé? Je pense que sans cette école-là, j'aurais pas forcément tout de suite pu travailler sur le côté un peu innovation, start-up. Je pense que j'aurais pas forcément eu des projets. Parce que du coup, j'ai fait des projets humanitaires quand j'étais à l'école. Je pense que j'aurais pas forcément pu saisir à fond sur le sujet Afrique avant même d'être diplômée. Je pense que pareil, j'aurais peut-être pas été voilée, ou en tout cas pas alignée avec moi-même. Je pense que j'aurais été un peu en décalage entre qui je suis vraiment et ce que j'aurais dû être pour m'adapter entre guillemets à mon environnement. Tu aurais peut-être nié un peu une partie de ton identité spirituelle, pas autant à l'aise. Clairement. Je pense que peu importe qui on est, d'où on vient, peu importe son origine ou son milieu, je pense que Télécom, c'est l'école qui t'apprend à être aligné avec toi-même. Peu importe ce que tu fais dans la vie, musulman ou pas musulman. Ta diversité, ta différence. C'est ça. C'est l'école où tu te dis, je peux être moi-même. Donc c'est 3 ans où tu te découvres, où tu fais plein d'associations, plein de projets. Et c'est 3 ans où en vrai on n'étudie pas tellement. Bon, si on étudie, mais bon, voilà. C'est plutôt 3 ans de découverte un peu sociale et de toi-même. Et du coup, peu importe qu'est-ce qui fait sens pour toi, moi ça m'a aidé à trouver ce qui fait sens pour moi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que parfois, on lit souvent que les écoles de commerce, c'est un endroit où on peut se sentir mal, notamment quand on vient de classe populaire, ou qu'on a une différence, peu importe laquelle. Et Télécom, déjà, il y a des associations pour toutes les diversités, pour tous les goûts, pour tous les sujets. Donc quand tu arrives le jour de tes oraux, tu te dis, ok, en fait, j'ai ma place, parce que déjà, je suis reconnue par le monde associatif. Le fait que ça soit gratuit pour les boursiers, déjà, on se sent pas occulté, on se sent accepté parce que ces gens-là ont bien voulu que même si on venait pas d'un milieu qui était aisé, on ait notre place dans une école de commerce. Donc moi je suis totalement d'accord avec ça. Et ça nous apprend beaucoup sur nous, ça nous apprend, comme tu dis, à s'accepter, ne serait-ce que dans l'association musulmane du coup de l'école, on apprend à moins occulter qui on est parce que dans le climat français c'est super dur d'être musulman. Et c'est super dur aussi de devenir classe populaire, vous savez, c'est un peu les caméléons quand on est cadre, qu'on arrive à la défense, c'est le masque direct et d'un coup on se change et tout. Et là, c'est vrai qu'on apprend à s'accepter, à vivre avec des gens aussi et à pas subir les années, parce qu'il y a plein de gens en école de commerce qui subissent leurs années. Ils se retrouvent pas, il y a des gens qui kiffent, hein, mais il y a des gens qui se retrouvent pas dans l'esprit école de co qui est juste bisutage, BDE et tout. Et là, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses. Et de l'esprit tech, c'est vrai, parce que pour ceux qui connaissent pas l'Institut Mines Télécom, mais en fait, on a le campus partagé avec une école d'ingénieurs, Télécom Sud Paris. Il y a une grande. C'est un esprit tech en fait, même si vous voulez pas travailler dans tout ce qui est IT, parce que souvent on me dit ça, j'ai pas envie d'aller à la télécom parce qu'il y a l'esprit IT, mais l'IT aujourd'hui c'est dans tous les corps de métier. C'est transversal en réalité. Tu fais de la formation, tu as du e-learning, tu fais du marketing, tu as du marketing digital. En fait, tu es obligé de comprendre ça. Et c'est vrai que c'est sûr que ça a dû t'orienter aussi vers ces métiers-là, vers cette compréhension-là et tout. Clairement, je pense que ça te crée une culture tech déjà. Aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, tu peux comprendre tous les corps de métier de la tech. Ça, c'est hyper important. Ça te fait des perspectives aussi, parce que c'est vrai qu'on sort de bac général, de classe prépa, avec zéro connaissance du monde de l'entreprise. C'est théorique. C'est hyper théorique, donc je trouve que c'est des belles années, intellectuellement parlant. Mais on arrive en école de commerce avec zéro stage d'entreprise, zéro notion en gestion, en compta, en marketing ou autre.
Et du coup, on a un peu des petits bébés, et puis on découvre l'entreprise. Et je trouve ça bien de découvrir à travers un aspect tech qui est un vrai transversal. Ouais. Et on peut avoir de la tech dans les RH, dans la compta, dans le marketing, dans la finance. Ouais. On a des gens qui ont fait TSP, qui sont dans la banque. Ouais. Enfin, il y a de tout en fait partout. Ouais, ne serait-ce que les sujets RH, il y a de plus en plus de gens qui ont fait des ressources humaines et après qui se spécialisent dans tout ce qui est digital workplace. Et c'est trop bien en fait. Ouais, franchement, trop d'accord. Ok, donc génial par rapport donc, à l'école de co. C'est vrai que pendant les 2 premières années, il me semble, on apprend tout ce qui est fondamentaux du management, comme tu disais, marketing, innovation, on fait des petites innovation day, voilà, plein de petits trucs comme ça qui t'apprennent un peu à avoir l'esprit entrepreneurial et comprendre l'entreprise. Et du coup, en Master 2, tu choisis une majeure donc, dans laquelle tu te spécialises. Donc c'est laquelle, pourquoi, comment? Oui, donc comme tu le disais, certaines personnes vont à télécom en se disant j'ai pas une faire de la tech. J'étais un peu ce genre de personne-là, je voulais pas faire des SI. Ouais. Toutes les majeures SI me saoulaient un peu. Mais aussi parce que moi j'avais plus un profil sciences humaines. Moi j'avais hésité, même si je te disais que je voulais faire des prépas depuis toujours, j'avais essayé avec Sciences Po. Ok. Parce que du coup, le côté un peu sciences politiques, programmes internationaux dans les institutions publiques, c'est un peu mon profil, j'aime beaucoup ça. Du coup, voilà aussi pourquoi je me suis dirigée vers les programmes internationaux de développement en Afrique. Et c'est vrai que du coup, le côté un peu SI, bon, ça m'intéressait pas tellement. Et l'année où j'ai choisi ma majeure, il y a une nouvelle majeure qui sort, et qui s'appelle IDDIM, Inventivité digitale, Design, Ingénierie Management. Donc c'est une classe expérimentale où on était mélangé entre élèves de l'école d'ingénieurs, élèves de l'école de commerce et élèves d'une école de design partenaire. Et on devait du coup monter des projets sur tout le long du semestre en mode start-up. Donc en mode design thinking, en mode start-up, on avait des équipes mélangées, pluridisciplinaires, et on a appris en fait à faire de la gestion de projet. Bon, à l'époque, le mot agile, on l'utilisait moyennement, mais en fait c'était agile, avec différents profils. Et en fait, on a créé une start-up durant ce semestre-là. Et du coup, on avait créé une start-up qui permettait en fait aux gens de pouvoir postuler bénévolement à des missions de solidarité pour des associations. Je savais même pas. Ouais, c'était super intéressant. Et du coup, on avait fait un vrai prototype, on avait fait des tests au sein de l'école. Et du coup, tout le long du semestre, on est du coup coaché par des professionnels du métier. C'était super intéressant et j'ai tellement aimé ce master-là. Et du coup, voilà aussi pourquoi mon profil après s'est orienté vers gestion de projets innovantes, entrepreneuriat, programme d'accompagnement. Voilà, je suis jalouse. Moi j'ai fait ingénierie DSI. Ah mais trop bien, ça a l'air trop intéressant. Donc ouais, c'était hybride avec des gens du design et tout, trop bien. Et ce master là, est-ce que tu trouves que tu as bien préparé au marché du travail? T'as vu un décalage à la fin ou pas? Je dirais oui, parce qu'on a eu un peu un inventaire des métiers possibles. En même temps, il était un peu innovant ou comment on dit en avant-garde. Avant-gardiste, je dirais, par rapport au marché du travail. Puisqu'à l'époque où moi je fais ce master-là, c'est l'époque où les nouveaux métiers comme Product Owner, comme Scrum Master commencent à sortir. C'est assez récent. Donc on arrive sur le marché du travail, on est des profils un peu innovants, mais on est tout de suite, entre guillemets, valorisés par les boîtes qui sont en train de se restructurer et de mener une transfo digitale qui va vers l'agilité. Ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, pour moi, c'était un peu un master multicasquette, puisque dans mon projet, certains sont devenus Project Owner, Scrum Master, consultant en transfo digital, lead designer pour une boîte de design, lead développeur, enfin bref, il y a eu plein de métiers différents, mais tous on a eu un socle commun de connaissance et de compréhension de ce que l'autre faisait. Ça c'est bien. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, peu importe ce que vous étudiez aujourd'hui, je pense que c'est important de développer une culture générale des métiers qui vont vous entourer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde communique avec tout le monde en fait. Donc si vous n'avez pas une connaissance des métiers autour de vous, ça marche, ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que c'est des profils qui recherchent énormément, parce que presque tous les jobs que j'ai eus, c'était parce que j'avais cette double casquette qu'on nous vend à Télécom, mais qui est réelle, manager, ingénieur, et parce que j'ai énormément poussé les sujets techniques ingénieurs, et du coup j'avais vraiment la possibilité de parler avec tout le monde, que ce soit les équipes techniques, les équipes fonctionnelles, les gens un peu plus justement débridés au niveau innovation, créativité et tout, et ouais, c'est vrai que c'est un très très bon conseil. Et tant mieux si c'était adapté. C'est vrai que c'est pas du tout des métiers auxquels on pense quand on est jeune. C'est ça. Et on n'a aucune connaissance de ça, même encore quand on est dans le monde professionnel. Je fais des coachings, tu vois, de réorientation pro. Et les gens, ils ont des profils un peu comme ça, hybrides, tu vois. En gros, j'aime l'innovation, j'aime le marketing, j'aime un peu la tech, mais pas technique. C'est ça.
et tout. Et quand je leur dis, mais il y a des choses adaptées, et quand on regarde les fiches de poste pour débloquer un peu, tu vois, leurs croyances limitantes, ils sont en mode, ah mais en fait, il y a des jobs qui correspondent à ça. Exactement. Et c'est fou parce qu'on n'a tellement pas l'impression. Et est-ce que, parce que aussi ces gens-là, parfois ils me disent, ouais, mais ce serait pas des jobs bullshit, tu vois. Est-ce que quand je vais aller, je vais vraiment faire quelque chose? Toi, tu trouves que c'est vraiment concret, on fait vraiment... Pour moi, c'est du concret. Après, un peu comme beaucoup de métiers dans la tech, ça dépend de la structure que tu intègres. Ouais. Mais tu peux être un maillon d'une grande chaîne. Donc, l'impact que tu recherches, tout dépend d'où tu travailles. Toi, t'as testé un peu les deux, tu vois, grand C'est ça, et start-up. C'est ça. Du coup, honnêtement, on travaille beaucoup plus en start-up et en petite structure. Ça, c'est un peu classique. Oui. Mais du coup, ceux qui pensent que la culture start-up, c'est la culture de on ne fait rien, c'est l'inverse. C'est une culture très friendly, entre guillemets, mais c'est beaucoup plus de travail que si on travaille dans un cabinet de conseil, je pense, ou dans un grand groupe. Ok. Donc, ouais, plus la structure est petite et plus tu as du travail. T'as de responsabilité et tu ne peux pas être un passager clandestin et ne pas travailler parce que là, on le voit, on le remarque. On le ressent bien. Ouais. Ok, trop bien. Du coup, bah, toi, tu arrives sur le marché du travail, tu fais ton stage. À l'époque, tu es déjà voilée. Donc moi, je me suis voilée juste avant, au moment de la fin de mon premier semestre de Master 2, et donc juste avant mon début de stage à Total. Et du coup, moi, je suis allée en entretien en turban, et j'ai commencé mon stage premier jour turban et après en voile. T'en as parlé avec eux ou c'était naturel? J'en ai parlé quand même à ma manager. Ok. Je l'avais vue juste après mon premier jour et je lui dis mais est-ce que je peux venir en fait voilée? Ouais. Parce que du coup j'avais pas aimé de pas être totalement sincère au début. Oui, de pas être toi. De pas être moi. C'est ça. Parce que on peut, enfin voilà, il y a des femmes qui portent le turban, etc. Mais toi, c'était pas en accord avec ce que tu voulais pour toi. Exactement. Et du coup, il n'y avait pas forcément de problème. Et du coup, ça s'est super bien passé. Trop bien. T'as dû te sentir soulagée? Soulagée, à l'aise. Et je pense que du coup, avoir une première bonne expérience, ça aide à prendre confiance et ça aide à se dire, bah en fait, non, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu vois, et du coup, après, pour moi, du coup, c'est bien et en même temps, c'est aussi un challenge. Parce que du coup, ça m'a forgé et je sais aujourd'hui que je pourrais jamais revenir en arrière. Peu importe la difficulté que je peux avoir du côté pro. Du coup, c'est très bien, ça me met à l'aise avec moi-même. Mais du coup, ça me crée un vrai challenge en mode je ne peux pas revenir en arrière. Parce que j'ai commencé d'une manière qui m'a mise à l'aise directement. C'est ça. Et du coup, je pense que ça, c'est un sujet hyper compliqué en France, le voile pour les femmes qui veulent travailler. Et c'est un sujet qui va au-delà, à mon avis, d'un simple sujet sociétal ou spirituel. C'est mélangé, c'est beaucoup de psychologie aussi. Et on ne se rend pas compte, mais je pense que forcer une femme à se dévêtir, c'est une agression pour moi. Et du coup, il y a plein de femmes en fait, qui sont des femmes traumatisées, à mon avis, parce qu'elles doivent se dévêtir ou qui vont juste abandonner l'idée de se couvrir. Et c'est problématique, ça crée quelque part moi, une blessure interne, tu vois. Et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis ça crée une exclusion en fait même personnelle parce qu'on se dit bah en fait moi je travaille pour une société qui m'accepte pas dans un pays qui m'accepte plus ou moins et on s'exclut nous-mêmes, ça crée des dysfonctionnements internes. Non, ça crée un dysfonctionnement, ça crée une tension. Peu importe le sujet, là on parle de l'islam et du voile, mais oui, quand tu vis ta vie en décalage avec qui tu es vraiment, il y a clairement quelque chose qui va clocher en fait, à un moment donné, tu vois. Peu importe le sujet, là on parle de nous, mais je pense que, et c'est ça aussi que notre génération, elle vient apporter dans le milieu du travail, on vient apporter plus d'authenticité et plus de refus de compromettre sur plein de sujets différents. Et du coup, je suis contente d'être de cette génération, un peu la génération... nous, on est les millennials. Je sais pas. On est un peu les millennials. Gen Y, je sais plus quoi. Ouais. Et clairement, on apporte ça dans l'entreprise. On apporte ce truc de... En fait, non, j'ai pas à compromettre. J'ai pas à sacrifier qui je suis. Et j'ai pas sacrifié mon bien-être. Et du coup, aujourd'hui, on voit que le bien-être est vraiment au centre de toutes les démarches un peu pro. Des gens un peu de notre âge et même plus âgés. Et ouais. C'est contrairement à nos parents d'ailleurs qui eux étaient plus dans le... Ils n'avaient pas le choix en fait dans le truc, on ne doit pas se faire remarquer et on dit oui à tout, tu vois. C'est non, si le patron dit ça, si le professeur dit ça, c'est comme ça que ça doit se passer et tout parce que
Toi, tes parents, ils ont pas eu peur pour toi par rapport au voile et les études et tout? Ma mère, si. Ok. Ma mère, si, parce que ma mère, voilà, c'est la génération de on fait pas de vagues, on fait pas de vagues, on n'est pas chez nous. C'est ça. Sauf que moi, je suis chez moi, en Ouais. fait. Et c'était aussi un climat, parce que moi, du coup, c'était en 2018, Ouais. pas très longtemps après les différents attentats qu'il y avait eu. La France était encore un peu beaucoup tendue, il y avait un climat assez anxiogène. Islamophobe, faut le dire. Et du coup, elle se dit, mais attends, tu viens de finir tes grandes études, tu rentres dans le milieu du travail. Bah, du coup, pour elle, c'est une fierté quand même que j'ai fait ces études-là. Et elle se dit, mais tu y vas en te mettant une balle dans le pied. Ouais. Et on te. Voilà, on te. Ouais, peut-être tu peux attendre, peut-être tu peux C'est ça. trouver un juste milieu et C'est tout. ça. Ouais. Et pour elle, c'est vraiment. Non, patiente, c'est un peu dangereux pour toi. On est en France et la France n'aime pas le voile. Pourquoi tu peux le mettre maintenant? T'es assez jeune. Et en fait, peut-être que du coup, c'est mon caractère, mais moi, plus on me dit ça et plus ça me renforce. Je pense que j'ai un caractère qui marche à l'envers depuis petite. Ouais. Je suis un peu dans la rébellion. Ouais, dans la provocation. Dans la rébellion, en mode, bah non, en fait. Et surtout dans la recherche d'authenticité. Ouais. Et en fait, je peux pas vivre en étant pas authentique avec moi-même. C'est compliqué pour moi. Je pense que si je fais ça, je vais finir dépressive ou mal en point, mais vraiment. Ouais. Et du coup, pour ma propre santé, je peux pas me permettre de me trahir moi-même. Et au final, ça a payé parce que... Oui, franchement, alhamdoulilah, franchement, avec des facilités. Oui. Franchement, total, c'était une expérience extraordinaire. J'ai rejoint une équipe donc, au niveau de la branche marketing and services, donc l'équipe innovation qui était diversifiée avec des profils jeunes, seniors. Expérience de fou dans un grand groupe. Après, oui, j'ai voulu rejoindre un peu un incubateur après, mais j'ai kiffé mes deux expériences. Ouais. C'était différent, mais enrichissant dans les deux cas. Ok, trop bien. Donc du coup, bah, j'imagine que tu conseillerais aux gens, c'est ça, d'intégrer plutôt des entreprises qui partagent leurs valeurs, de ne pas essayer de se dénaturer, de plutôt bosser en fait, donner le meilleur pour essayer justement de briser un peu ces barrières-là. Et puis, toi par exemple, cette génération-là, elle est précurseuse et elle va venir ouvrir la porte aux gens de... Exactement. Et je me dis que si en fait on gomme toutes nos différences, que on se donne pas les moyens de peut-être faire des choses qui ouvrent les portes, on va jamais briser la chaîne, quoi. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que plus les exemples se multiplient et puis ça devient facile pour ceux qui suivent derrière. Donc en fait, je ne blâme même pas les anciens qui avaient dû un peu compromettre leur identité ou leur culture. Parce que je me dis que c'était difficile d'être le seul noir ou le seul arabe quelque part. Et même aujourd'hui, ou la seule femme quelque part. C'est clairement compliqué. C'est ça, quand je parle avec des femmes ou avec d'autres personnes, avec d'autres types de diversité, tu vois, d'autres types de différences, je les blâme jamais parce que je sais quand ils n'ont pas envie de montrer cette différence-là, tu vois. Parce que je me dis, je sais que c'est tellement dur et les gens, ils n'ont pas conscience qu'il y a une telle pression, déjà qu'elle soit sociale, qu'elle soit de la part de notre communauté ou de notre non-communauté, de tout. Je me dis, c'est tellement dur, enfin, c'est dur, ouais. Non, c'est rien d'autre à dire, c'est dur. Mais, pardon, après, je pense que c'est un combat qu'on mène pour nous-mêmes. Ouais. Pour nous-mêmes, mais en réalité pour notre société. Parce que, tu sais, en culture de l'innovation et du design thinking, on nous apprend en réalité que la diversité crée l'innovation. Ouais. Et qu'il faut justement monter des équipes diversifiées, donc d'origines différentes, de sexes différents, d'âges différents, pour réussir à brainstormer ensemble et créer des produits innovants. Donc la diversité crée l'innovation. Donc avoir une entreprise qui est diversifiée aujourd'hui, c'est techniquement prouvé, ça crée de l'innovation. Avoir une société qui est diverse, ça crée des mélanges et de l'innovation et du mieux en réalité. Donc la diversité, c'est pas un mal, au contraire, c'est de suivre un moule préfabriqué qui est négative. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup d'identité, de personnalité. Et en réalité, comme je le disais, vivre en décalage avec qui on est, ça crée des troubles, ça crée vraiment des problèmes. Ouais, des traumas. Et ça crée en fait des regrets et de la tristesse, à mon avis. Donc je pense que si on veut vivre bien, il faut vivre pleinement qui on est. Ouais, parce que ça vaut pas le coup en fait de gâcher sa vie avec. Ouais, totalement. Et c'est vrai que j'en parlais dans une vidéo et il y a vraiment des études qui montrent que c'est même vecteur de performance. Et je sais pas pourquoi les entreprises elles veulent pas le comprendre. Je sais que du coup moi mon premier cabinet de conseil, tu sais, avec des politiques de diversité sur tous les types de diversité, que ça soit le handicap, la parentalité, vraiment toutes les petites choses qui parfois provoquent la discrimination dans un entretien, comme l'âge. Maintenant les personnes âgées ont encore plus de mal à se faire recruter et tout. Et il y a des entreprises qui ont pris
on va dire, la direction de ça. Est-ce que tu comprends quand même le fait que ça soit peut-être mal accepté, que ça soit en termes de spiritualité ou autre? Par exemple, toi, en tant que racisé, même si c'est pas un terme, je sais, le terme il fait débat, donc les gens dans les commentaires, faut pas m'agresser. Je sais pas pourquoi, mais voilà, en tant que noire, Ouais. est-ce que aussi c'est un... Déjà, je pense que tu as dû peut-être rencontrer des freins, tu vois, femmes noires, voilées, etc., venant de banlieue. Ma question, elle est super longue. On va y arriver. Ma question, elle est super longue. Mais c'est, est-ce que tu comprends les gens qui ont peur de cette différence et qui parfois, dans des entretiens, discriminent ou au sein d'une entreprise, n'acceptent pas, etc. Est-ce qu'il y a aussi plusieurs profils? Des gens qui ont peur pour leurs clients, des gens qui ont peur pour eux-mêmes? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je les comprends? Bah, je les comprends d'un point de vue analytique. Je comprends quels ressorts font qu'ils pensent comme ça, qu'ils se comportent comme ça. La construction sociologique. Voilà, je comprends d'où ça vient. J'accepte pas non plus, mais je comprends d'où ça vient. Après, il y a un biais culturel qui est fort. On est en France. C'est un pays qui, depuis des siècles, s'est construit en créant une sorte d'unité nationale. Et donc, on est dans un pays où même les cultures de province ont été un peu gommées. On est dans un pays où les Bretons ont dû se battre pour continuer à parler breton, où les Basques, pareil, ont dû se battre. Il y a même eu différents attentats dans la région un peu basque, espagnole ou française, pour qu'ils puissent garder leur culture, où les Corses sont tellement fiers, mais parce qu'on a voulu gommer leur culture. Donc, on vit dans un pays où, avant même qu'il y ait un peu l'immigration, on gommait en fait les cultures régionales pour créer l'unité de la nation, qui à mon sens était un chantier un peu maladroit, qui a voulu gommer les langues nationales, les coutumes nationales, et aujourd'hui on parle de ces régions-là comme quelque chose un peu de folklorique, tu vois. Donc, on les méprise. C'est ça. On méprise un peu. Parler français avec un accent du sud, c'est mal vu. Tu vois. Donc en fait, oui, je comprends que oui, quand t'es noir et voilé ou autre, bah, la différence elle est encore plus forte. Et que ces mêmes ressorts-là qui s'appliquent en France, entre français, entre guillemets, historiques, s'appliquent derrière pour des gens qui viennent de l'immigration. Donc je comprends d'où ça vient, je l'accepte pas. Je trouve que pour la France, qui est un pays très ambitieux, qui est un pays qui se voit grand, qui est grand, c'est dommage de s'abaisser à ce niveau-là, alors qu'on a un pays qui donne des leçons au monde entier, qui, en tout cas à une période, était regardé comme étant un pays exemplaire. Ça l'est moins aujourd'hui. C'est dommage de ne pas avoir une ambition qui va jusqu'au bout. Tu vois, on ne peut pas être à moitié humaniste et se dire on est humaniste, mais seulement si tu me ressembles. C'est ça. C'est un peu bizarre. Est-ce que justement, ces différences-là, elles sont peut-être plus faciles à vivre? Parce que déjà, bon, elles sont dures à vivre pour nous en Ile-de-France et à Paris. Mais en province, justement, tu parlais des provinces, est-ce que c'est peut-être encore plus dur pour les femmes, etc. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, en tout cas, ceux qui viennent de province et qui montent sur Paris, bah, doivent aussi gommer un peu leur accent ou autre. En tout cas, rentrer dans un moule parisien, en tout cas, au corporate parisien. Après, je connais mal non plus les réalités en région. Ouais, mais à mon avis, il y a une France de la capitale. Oui, il y a beaucoup de diversité et tout, mais ça peut aussi causer encore plus de peur. Parce que, je sais pas, on va marcher à Barbès et les gens vont se dire oh là là, il y a plein d'étrangers, et puis peut-être que ça va développer chez eux encore plus de rejet. Donc, j'ai mal compris la question. Tu disais par rapport aux gens un peu racisés en province, c'est ça? En gros, oui, ma question c'était quand on est une personne avec une différence, est-ce que c'est plus facile de la vivre à Paris parce qu'il y a plein de diversité, donc les gens, tu vois, sont peut-être habitués, alors qu'en province, il y en a beaucoup moins. Donc, à mon avis, oui. À mon avis, c'est plus simple de la vivre sur Paris. Je te dis ça, mais c'est vraiment d'instinct que je te dis. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas. Ok, donc voilà, continue chronologiquement. Donc toi, tu as fait ton stage à Total, ensuite tu es resté à Total un peu en CDI ou c'était vraiment que le stage? Non, le stage, 7 mois. Ouais, donc voilà, tu intègres Bondinov et puis ensuite tu te lances dans l'entrepreneuriat. Déjà, comment ça t'est venu? En réalité, en fait, moi j'avais hésité à la fin de mes études, donc juste après Total, à lancer un projet entrepreneurial. J'avais pas forcément l'idée, je pense que j'étais aussi un peu perdue. Je me suis dit non, je préfère avoir une expérience avant. Mais ça a toujours été une idée en tête. Surtout, je pense, lié à mon master et tout. Donc, j'intègre Bondinov, superbe expérience. Et c'est vrai que très vite, moi, j'étais un peu frustrée parce que du coup, c'était une structure intéressante, mais qui manquait d'outils intéressants, qui manquait de digitalisation. Et donc, moi, dans mon métier, j'ai dû ramener des outils dans mon entreprise. J'ai dû leur montrer tel outil peut faire ça, tel outil peut faire ça.
J'avais du coup fait ramener aussi un expert no-code dans l'entreprise. À côté de ça, moi j'avais créé un projet, j'avais une boutique en ligne, je vendais des montres pendant le Covid. Je me souviens. Ouais. Et du coup, moi j'avais créé ma boutique toute seule, j'avais fait ma com toute seule. Et du coup, j'ai déjà développé un peu de compétences. Et surtout, je me suis dit, mais j'aime trop ce côté-là, ce que je fais. Et je pense qu'il y a plein de gens qui en auraient besoin. Donc j'ai fait de la prestation un peu aussi à côté de mon travail. Et après, je me suis dit, mais en réalité, ce que mes clients veulent, c'est être indépendant. Parce qu'à chaque fois, on me demandait, quand tu auras fini le site, est-ce que je pourrais l'utiliser toute seule? Okay. Est-ce que je pourrais modifier, créer des sites pour les gens? C'est ça. Tu développes des sites pour les gens. Et du coup, c'est un peu, voilà, un peu cette frustration dans mon travail, un peu ce besoin qui existait aussi avec mes clients. Je me suis dit, il faut que j'apprenne aux gens à faire ce que moi j'ai appris toute seule, parce que c'est vrai que j'ai quand même des facilités dans le digital, mais qu'eux auront du mal à apprendre, donc pour qu'ils soient un peu indépendants. Et c'est là où, du coup, où je découvre mieux le no-code, je me forme mieux sur le no-code, et je me dis, mais c'est fou tous les outils qui existent et qui nous permettraient de faire des choses en 1 heure, 2 heures, en une journée, alors qu'on est là à payer des développeurs 2000, 3000 euros pour quand des on n'a choses... pas besoin d'autant de fonctionnalités, de détails, de profondeur et tout dans le Ouais. site. Ok. Exact. Et du coup, ça vient un peu de là. Et puis du coup, comme je travaillais déjà sur des sujets Afrique chez Bondinov, tout de suite je me suis dit, mais mon projet, je vais le mener, oui, mais d'abord en Afrique. Parce que voilà, je pense que là, il y a un vivier de talent qui manque de compétences. Et le sujet de l'employabilité, c'est un vrai sujet ici en France, mais ça l'est encore plus en Afrique. On a des millions de jeunes qui intègrent le marché de l'emploi chaque année et qui n'ont pas d'emploi. Pourtant, ils sont qualifiés. Et du coup, c'est de se dire comment on fait pour ajouter un plus sur leur CV. Soit comme ça, ils peuvent aller monter leur entreprise, soit ils peuvent intégrer une entreprise en étant salarié. Et comment on fait pour booster les jeunes. Et donc, sur l'Afrique, ce que j'ai voulu faire, c'est proposer des formations gratuitement pour les jeunes et les faire financer par des partenaires publics qui financeraient les formations pour eux. Et du coup, je suis trop contente. Aujourd'hui, on a formé déjà plus de 205 personnes entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, avec bientôt une cohorte au Sénégal là, de 50 personnes, donc très bon. Et du coup, ça me fait trop plaisir de pouvoir contribuer à mon échelle à ce genre de sujet. Et surtout parce que, comme je l'avais dit, j'avais été intéressée à un moment donné par l'humanitaire. Mais en fait, j'aime pas ce concept de on vient déposer des sacs de riz, on vient déposer un ordinateur et puis après. Et j'aime pas ce côté condescendance de la main qui donne et de la main qui reçoit. Moi, je voulais me dire, bah non, je leur apprends à pêcher et après ils pêchent et ils se débrouillent et ils font ce qu'ils ont à faire, quoi. En les valorisant, en les respectant, voilà quoi. Parce que, voilà, pour ceux qui connaissent mal l'Afrique, je pense qu'il y a des choses, en tout cas, des idées reçues à déconstruire, en tout cas, sur cette partie du monde. Et est-ce que ça a été dur, du coup, d'appréhender le marché africain, parce que toi, de base, t'es française. Déjà, c'est dur de monter des structures comme ça en France. Comment t'as... Le marché africain, j'avais déjà un peu mon réseau, parce que du coup, moi j'ai pu travailler sur différents pays africains. Donc, j'avais mon réseau dans différents pays. Donc, le réseau, c'est la base, que ce soit pour le milieu pro, le milieu entrepreneurial, pour avoir un réseau. Ensuite, je pense que j'ai appris sur le terrain aussi. J'ai lancé des choses. Et à chaque fois, je demandais à mes apprenants comment je fais pour améliorer la formation. De quoi vous avez besoin? Comment je fais pour vraiment vous satisfaire et vous apporter la connaissance du mieux possible? Donc, il y a ce côté, il faut aller sur le terrain, il faut voyager. Moi, dès le départ, j'avais fait 2 mois au Sénégal. Après, j'avais fait des séjours en Côte d'Ivoire, au Sénégal encore. Donc, il faut être sur place un minimum, on fait des allers-retours. Et il faut absolument venir avec une posture d'humilité, je ne cesserai de le dire. Mais tu sais, il y a ce biais-là quand on est issu un peu de l'immigration, qu'on est né et qu'on vit en France. Lorsqu'on retourne, il y a beaucoup de gens qui ont des attitudes pas très positives et qui prennent les gens de haut, ou qui sont en mode, moi je sais quoi faire. Ou alors là, franchement, ils sont pas efficaces, nous en France on fait comme ça, comme ça. Et du coup, tu te rends compte que on a des biais d'oppression et on a un syndrome du côlon qui fait que on rentre dans nos pays et on a des attitudes exécrables. Et ça m'horripile. Donc, c'est des choses que tu as vues? Oui, des choses que j'ai vues, des commentaires, même quand les gens parlent entre eux, ils sont là, ils critiquent, oui, oh là là, lui il travaille comme ça. Et je me dis, mais en fait, il y a juste des différences culturelles. Ouais. Partout dans le monde, il y a des différences culturelles. Demain, tu vas bosser en Chine, ou au Japon, il y a des façons différentes de bosser en fait, qu'ici. C'est une compétence, l'ouverture d'esprit maintenant, c'est un soft skill. Exactement. Donc, ça, c'est hyper important pour moi. Et du coup, ça m'énerve un peu les gens qui vont sur le continent et qui font comme si, voilà, ils avaient la chasse infuse, alors que les gens là-bas ont des compétences. Oui. Tu vois. Et autre sujet, franchement, c'est une petite parenthèse que je fais. Je ne supporte pas lorsqu'on dit
il faut aller en Afrique, il y a tout à faire là-bas. Non, l'Afrique ne vous a pas entendu. L'Afrique, elle est quand même construite, elle bouge, il y a des gens là-bas qui vivent et qui travaillent dans leur pays, qui font des choses. Donc il n'y a pas tout à refaire, tout à construire comme ça. Il faut s'enlever un peu le mythe du sauveur qui rentre chez lui pour sauver son peuple. À un moment donné, un peu d'humilité. Et puis, vu la situation en France, il y a autant à faire ici que là-bas, tu vois. C'est juste un choix de projet, de direction et tout, mais ouais. Clairement, ouais, c'est hyper important. Je te laisse préciser. Ok, donc après, c'est des formations gratuites et qui sont financées donc, par les partenaires. C'est ça, donc pour le public, grand public. D'accord. Pour les PME, on a aussi notre PME, là c'est payante pour elles. Et on les aide un peu à transformer leur organisation grâce à des outils malins et en formant leurs équipes. Ok, toujours en Afrique. En Afrique, oui. D'accord, ok, trop bien. Et toi, dans ton travail, quand tu as commencé ça, déjà, avant, tu avais ouvert un e-shop de montres. Ça a été quoi un peu ton mindset par rapport au fait de tester quelque chose, de l'arrêter, de faire autre chose? Parce que je sais que les gens, ils ont peur de se lancer, de se dire ouais, mais je vais faire un truc pendant, tu vois, une petite durée, peut-être ça va échouer, peut-être si, comment... Je pense qu'il y avait ce côté de base, j'ai lancé le projet de montre sans beaucoup d'attente, en me disant bon bah c'est le Covid, je galère un peu, je vais lancer un projet, je vais me faire des petits sous. Mais il y avait ce côté un peu pas trop d'attache au projet. Et donc en réalité, quand il s'est terminé, c'était le bon moment. J'avais fait ce que je voulais faire, j'aurais pu le pousser plus, ça m'intéressait pas. Et du coup, je suis allée sur un autre sujet. Et du coup, je pense que c'est une bonne approche à avoir avec un projet en se disant bon oui, je me donne à fond. En même temps, je me détache un peu de l'issue parce qu'un projet, il évolue 20 000 fois. On a une idée en janvier, entre janvier et juin, le projet, il a eu 20 versions différentes. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber amoureux de son projet et le laisser évoluer en fonction des retours du marché qu'on a, en fonction des nouvelles idées et contributions qu'on peut avoir. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, les gens, des fois, ils voient l'entrepreneuriat comme le projet d'une vie, alors que non, des fois, on va faire des stages, des fois, on va faire un CDD, des fois, on va faire une petite mission, et pour moi, c'est pareil, l'entrepreneuriat, voilà, quand c'est pas, le sujet n'est pas la passion de ta vie, et encore parce qu'une passion peut se transformer en plein de projets différents, tu peux commencer quelque chose, tu vas acquérir des compétences, tu vas apprendre sur toi, tu vas faire plein de choses, et au final tu peux arrêter, mais je sais que c'est vu comme un échec. Ouais, comme un échec, alors que voilà, par exemple, j'ai lancé mes locations de caftan, dans ma tête je me dis pas que ça va durer 10 ans, tu vois. Je le voyais même en mode je vais le faire une saison, je vais le faire l'été, j'aurais appris des choses et ensuite j'arrête. Mais c'est vrai que parfois les gens me disent ah bon et tout, mais t'as fait tout ça juste pour 6 mois et tout, et je leur dis bah c'est un projet, tu vois, il n'y a pas besoin de faire des choses forcément sur des années. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est culturel aussi. On s'en rend compte, mais je pense que notre formation, peut-être que c'est ça, nous a appris aussi un peu le côté tenter c'est pas grave, échouer c'est pas grave, tant que t'avances en fait. Donc on a moins ce côté pression, sur comme tu disais, mobiliser une vie, travailler pendant 10 ans sur quelque chose. À mon avis, c'est aussi générationnel. À mon avis, on est limite du CDI, c'est ça. Propriétaire, maison et tout. Ouais, on est une génération où on ne valorise plus trop le CDI, on valorise plus trop être propriétaire, même si bien sûr qu'il y en a qui ont ces projets-là, c'est sûr. Mais on se laisse porter aussi par nos envies et on s'écoute beaucoup. Ça veut dire aussi qu'on est très changeant. Mais en même temps, on n'est pas non plus stupide. On est une génération, je pense, hyper intelligente et hyper bosseuse. C'est juste qu'on bosse pour quand il y a du sens. Quand il n'y a plus de sens, on arrête. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, c'est suivre le sens à un moment donné. C'est ça. Et surtout, on est une génération où on est beaucoup autodidacte et on apprend beaucoup. Donc toi, tu l'as fait ton projet de caftan, mais il y a toujours une pensée de je vais apprendre quelque chose, c'est ça. Je me forme en réalité. Je me forme en m'amusant avec un projet, mais je me forme, j'apprends. Donc en fait, c'est des compétences apprises en plus qui font qu'on sera plus performant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ouais, en fait, je pense que les gens, ils ont du mal à se détacher du résultat final, comme tu disais. Et ils voient pas toutes les étapes. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Bien sûr, oui, si à la fin ça marche, il y a de l'argent et tout, c'est cool. Mais le processus, il est trop intéressant. Les gens se rendent pas compte. Et je trouve que c'est justement en faisant des projets comme ça qu'on est les plus à même d'aider les autres dans leurs projets. Parce que quand tu te confrontes pas à la réalité des projets entrepreneuriaux, t'es déconnecté. C'est un peu comme les profs à l'école qui conseillent sur le marché du travail, mais qui n'ont aucune approche de professionnel. Exactement. Ouais, c'est... Donc ouais, toi t'arrêtes en tout cas ton projet et là tu te lances du coup dans le plan. Le plan B. Donc effectivement d'abord j'ai fait un peu de la prestation après les montres, voilà. Pareil, je me disais pas que j'allais faire très longtemps, mais je voulais apprendre plus et développer mes compétences avant d'aller faire la formation parce que vraiment c'est ce que j'aime. Je pense que
j'ai une âme d'enseignante. Ouais. Et du coup, bah, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, la formation. Et, et je me dis, ouais, non, pareil, là pour le coup, avec le plan B, je vois loin, mais j'accepte que le projet évolue. Il y a un an, j'avais pas la même vision, il y a 6 mois, pareil, il y a 2 mois, pareil, à chaque fois, je me réajuste. Oui. J'arrive avec des hypothèses, je teste mes hypothèses, ça prend pas, et je réajuste en continu en fait. Donc pour moi, c'est un projet vivant, et j'apprends bah, du marché, et j'écoute beaucoup les conseils aussi, ce qu'on me dit. Humilité, comme tu disais. Ouais. Ouais. Mais c'est important, je trouve, même dans tout, de pas rigidifier son esprit, Ouais. que ça soit même dans l'orientation. Tu sais, des fois, les gens, ils sont tellement dans leur tunnel du j'ai fait ce plan-là, donc ça doit se passer comme ça, qu'ils ratent plein d'opportunités. La flexibilité, c'est trop important. C'est trop important, et puis surtout la décomplexion face au risque. Mm. Je pense que ce que les gens n'aiment pas, voilà pourquoi ils construisent des plans rigides, c'est le risque. Ils veulent pas prendre de risque, ils veulent tout maîtriser. Oui. À partir du moment où tu lâches prise et que tu acceptes que t'es pas maître du destin, et que tu acceptes que tu peux faire que des causes sans maîtriser les issues, c'est beaucoup plus simple, et tu te vides de manière beaucoup plus légère. Donc moi je suis en mode, bah, je prends des risques. Ok, parce que j'ai mis tant de milliers d'euros sur la table, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donnera. Et puis ça va, ça vient en fait. Donc je pense que je suis assez chill sur le risque. Je me dis, bah ouais, demain, bon, si ça foire, c'est pas grave, j'aurais essayé et puis je ferai autre chose quoi. Il y a ce côté un peu accepter qu'on prend un risque, et pour moi, il n'y a que le risque qui paye. On peut pas prendre de risque et. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme en finance. Plus tu as d'aversion au risque et plus tu prends des risques, plus les bénéfices peuvent être importants. Est-ce que tu penses que ta propension à accepter le risque, elle vient aussi du fait que tu as un diplôme et que tu te dis j'ai une sécurité. Si ça marche pas, je peux retourner dans le monde du travail salarié. Super bonne question. Pour être très franche, je pense que oui. Je pense qu'avoir eu un diplôme, ça te sécurise. Tu te dis, ok, même si je retourne, je ne retournerai pas si bas que ça. Enfin, si bas, je me comprends quand je dis ça. Je peux me refaire rapidement. C'est ça. Ça compte. Je pense que ça compte sur la liberté d'esprit, ouais. Ça compte de se dire que. Ouais, non, ça compte. Franchement, j'aimerais te dire oui, non, pas du tout. Non, faut se le dire. Faut se le dire. Et puis surtout, on est en France, on a un système qui s'appelle le chômage. Qui pareil aide et finance beaucoup d'entreprises en France. Ne croyez pas à les mythes sur les réseaux. Beaucoup de gens qui montent leur boîte sont au chômage et c'est Pôle emploi qui paye. Et c'est pas du tout une honte, au contraire, c'est même ce qui est recommandé de se dire bah voilà, méthode de 2 ans au chômage, teste et puis tu verras ce que ça fait. Et en même temps, pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que avec entre guillemets mon diplôme, je me suis acheté une sécurité. D'autres personnes ont une sécurité parce que leur famille a de l'argent. Donc ils se disent, voilà, demain si j'échoue, mon père peut me trouver un emploi, mon père peut me prêter telle somme, ou mon oncle, ou mon parrain. Et ça, du coup, les entrepreneurs qui réussissent, généralement, ils viennent souvent de catégories professionnelles assez aisées, et en fait, ils ont un filet de sécurité. Et du coup, moi, je trouve ça pas du tout négatif d'avoir un filet de sécurité, parce que oui, on va prendre des risques, mais c'est bien s'il y a un petit filet, comme on sait jamais, pour se rattraper, quoi. Et c'est un luxe, tout le monde ne l'a pas. Oui, totalement. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que justement, je regardais une étude là d'alternative économique où on réfutait un petit peu l'idée du self-made man et tout en montrant les catégories socio-professionnelles des parents de gens qui sont entrepreneurs et bon, plus de 90% justement c'est des gens de classe aisée et je me disais que ça pouvait aussi être lié à tout ce qui est autocensure, pas forcément sur le capital financier mais sur le truc de se dire... je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans les classes populaires, on a du mal à avoir confiance en nous, tu vois. Les gens des classes aisées, de ce que j'ai pu observer même empiriquement, ils ont moins de mal à se dire oh non, je peux le faire, tu vois. Oui, c'est ce que je disais, c'est le champ des possibles. Ouais. Tout à l'heure, je disais, oui, les jeunes, il faut leur ouvrir le champ des possibles. C'est ça, quand tu grandis avec un champ des possibles, que tu as vu papa, maman, tel voisin, tel oncle, tel parrain être directeur de je sais pas quoi, dans ton crâne, t'es pas limité parce que eux l'ont fait avant toi. Donc ton champ des possibles, il est ouvert. Et tu vis dans une société, surtout si tu es un homme blanc, dans une société qui a été construite pour te faciliter, pour toi, par des gens qui te ressemblent en tout cas, et où on te dit que toi, tu peux réussir. Donc ça, clairement, ce champ des possibles-là, il faut l'ouvrir. Et oui, quand on est une classe plus populaire, c'est plus compliqué. Et surtout qu'après, derrière, économiquement, souvent on contribue au foyer, souvent on a des responsabilités, souvent on a peur d'échouer. Donc ça crée beaucoup de freins psychologiques derrière. Donc encore, je pense que moi, ma naïveté, elle m'aide sur ça. Et je pense que... Je sais pas si on peut parler d'arrogance saine,
Parce que j'allais dire, je pense que j'ai une sorte d'arrogance saine, dans le sens où moi je me dis, mais bien sûr que je peux le faire, bien sûr que je peux y aller, pourquoi moi je fais pas? Mais c'est bien, hein. Tu vois? Ouais, c'est un ego qui motive. C'est hein, un je trouve. ego à moi vissant, Ouais. je pense, de se dire, bah non, pourquoi est-ce que moi j'irai pas? Pourquoi est-ce que moi je peux pas? Qui a dit que moi je pouvais pas y aller? Donc, je peux pas y aller, bah je vais y aller. Tu vois, c'est de l'ego, je pense, et qui aide quelque part à se dire, bah en fait, non, mon champ est possible, je refuse qu'on le ferme ou qu'on le rétrécisse. Moi, j'essaie de l'ouvrir, tu vois. Ouais. Il y a ce côté-là. Et puis, je sais plus, non, mais je suis d'accord avec ton étude qui disait ça, je pense que c'est clairement le cas. Ouais. On regarde aujourd'hui la Startup Nation là, aux États-Unis et en France. C'est des gens qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, qui ont fait de grandes études, des gens qui ont les moyens, des gens qui peuvent aller lever des fonds avec un PowerPoint en allant voir telle personne, c'est ça. Des gens qu'on reçoit à la banque les bras ouverts alors qu'ils n'ont rien du tout. Il y a un système qui est créé pour eux pour qu'ils réussissent. Ok, bon, c'est la réalité. Nous, on va pas continuer à s'apitoyer, on va faire des choses pour réussir. Mais c'est la réalité également. On prend un exemple, Donald Trump, il a monté son business, son père lui a prêté $1 million. C'est vrai. Donc voilà, tout le monde ne commence pas au même niveau. Et c'est sûr que ça impacte le reste. Ouais. Et c'est aussi important de dire qu'en vrai, d'avoir conscience que comme on commence pas à la même ligne de départ, c'est pas aussi important de se comparer avec les autres parce qu'on n'aura jamais la même biographie. Donc ce qui compte, voilà, c'est d'avancer, c'est de tester, c'est de développer des choses. Et puis peu importe où ça arrivera. Parce que forcément, avec des armes différentes, on peut pas arriver au même niveau systématiquement, quoi. Donc il faut aussi se décomplexer, se déculpabiliser de tout ça. Et on parle souvent d'un truc avec mes abonnés, tu sais, c'est le syndrome de la Hesse. Et je sais que la plupart des gens qui ont peur de se lancer, c'est pour le côté financier, tu vois. Même quand ils ont de l'argent. Parce qu'ils se disent, on a trop peur d'être pauvre parce qu'on l'a vécu, tu vois, quand on était petit. Et ils ont cette peur-là d'investir. J'ai vraiment des gens, tu vois, dans un live Twitch qui me disaient, j'ai 100 000 euros là, par exemple, sur le côté. Je sais pas quoi faire avec, mais même si on me disait, fais ça, et ben j'oserais pas. Alors que j'économise en me disant, c'est pour un projet, c'est pour un projet, c'est pour un projet. Et moi, longtemps aussi, je me disais ça. J'économise pour un projet, pour un projet, pour un projet. Mais en fait, on a trop peur. J'ai limite l'impression, on est des rats, tu vois. On a peur d'être pauvre. Genre, c'est trop réel. Moi, je pense qu'un enfant qui s'origine dans la pauvreté, il doit avoir un trauma, ou en tout cas, ça l'impacte. Et ça laisse une marque et tout. Oui, non, clairement, ça crée une peur de prendre des risques et de l'instabilité, mais de fou, quoi. Et c'est pour ça, c'est fort, je trouve, ce que tu dis, c'est motivant de se dire que, bon, déjà, si on a des sécurités, et c'est bien de motiver aussi, de vous motiver à en avoir, peu importe lesquels, nous, c'est les diplômes, ça permet, voilà, on se décorrèle un petit peu de l'aspect financier, de l'aspect, voilà, on peut être pauvre, entre guillemets, vraiment dans la hesse extrême. Mais c'est motivant de dire à quelqu'un prends des risques, c'est pas grave, tu vois. Tu vas mettre tant d'argent sur la table, ça peut aussi te rapporter énormément et c'est ça qui va te permettre d'avancer. Parce que j'ai l'impression que dès qu'on se met des freins, tu vois, qu'on va pas. Je sais pas, c'est des détails. Des fois, je parle à des filles, elles me disent j'ai pas envie de mettre de l'argent dans les publicités, tu vois, les Instagram ads, etc. Mais je leur dis, mais il faut parce que il y a des choses dans votre stratégie qui vont marcher avec ça. Mais les gens n'osent pas en fait mettre l'argent et alors que c'est ça qui peut faire marcher la stratégie, quoi. C'est dommage. Exact. Mais du coup, non, c'est un mindset à travailler, le mindset de je mise pour gagner ou perdre. Tu vois. Et surtout de se dire une fois que j'ai misé, l'argent il est plus à moi. Donc, si ça marche, tant mieux, il me revient. S'il part, il part. Et c'est dur ça. Franchement, je pense que c'est dur. Peu importe du milieu, je pense qu'on est populaire aussi, mais c'est une question de mindset. Il y a des gens qui arrivent pas à penser comme ça. Oui. Donc, du coup, toi, ce que tu as fait dans ton parcours professionnel, ça a souvent été lié au monde de l'IT, de la tech, dans ton stage à Bondinov ou juste dans ton entreprise actuelle? Ça a été quand même lié au monde de l'innovation, tech, pas tech pure. Bien sûr qu'il fallait comprendre la tech derrière les projets. Mais j'ai pas fait moi de majeur en SI, donc c'était pas vraiment comprendre une architecture réseau ou autre, quoi. Mais c'est quand même du côté des produits start-up, mais c'est plus du côté comment tu développes un produit qui répond à un besoin en prenant en compte la cible. Donc toute la démarche un peu d'idéation, de design thinking, imaginer un prototype, mais c'est moins sur le côté très technique, comment tu construis le projet. Mais là, ce qui était cool, c'est que j'ai quand même pu rencontrer du coup plein de projets différents, qui avaient plein de technologies différentes. Et ça, c'est hyper intéressant quand même de comprendre un peu leur projet. Ça ouvre ta curiosité, et puis après, ça te permet
de poser des brides pour développer certains sujets qui peuvent t'intéresser. Et aujourd'hui, même si on n'est pas dans la technique pure, tu vois, ça reste le monde de la technologie, du digital et tout. Est-ce que toi, tu as rencontré des freins en tant que femme? Parce que aujourd'hui, les femmes, les petites sœurs, les jeunes et tout, ils ont du mal, et même d'ailleurs dans les classes aisées, il y a grave de la censure sur le binôme femme-science, femme-technologie, femme-IT et tout. Ouais, non, c'est un très bon point que tu mentionnes. C'est vrai que les femmes, elles sont assez sous-représentées, c'est pas une surprise hein, dans la tech et dans les sciences. Il y a pour moi des raisons liées à l'orientation. Elles sont déjà moins nombreuses en bac S par exemple, ou en filière scientifique à la fac. Donc c'est sûr que ça joue plus tard sur le marché de l'emploi. Elles sont moins orientées vers ça. Elles ont moins d'exemples qui les inspirent et qui leur montrent que c'est possible. Donc là, en ce moment, on voit un peu de storytelling autour de femmes astronautes, de femmes scientifiques, de femmes ingénieurs, mais c'est encore peu représenté. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la Silicon Valley, quand on parle de femmes et de start-up, il n'y a pas beaucoup de femmes qui viennent en tête. Tu vois, on parle de tous les GAFA et tout, mais il n'y a que des hommes à leur tête, généralement. Et je ne pourrais pas quantifier le pourcentage de filles qui pensent comme ça, mais il y a aussi un biais où les filles parfois se disent « Ah, c'est trop compliqué pour moi. Ah, j'aime pas les maths. Ah, oui, mais c'est un peu trop technique. » Il y a aussi ce côté un peu auto-limitant où elles se disent « Oui, mais c'est pas pour moi. Ah, c'est compliqué. Ah, ça va être long. C'est pas fashion. C'est pas fashion. Ah, mais il y aura que des garçons dans la classe. » Ça joue. Je pense qu'il y a aussi ce côté voilà, renforcer un peu les filles. Et c'est vrai que psychologiquement, un homme et une femme, on ne voit pas les choses de la même manière. Les femmes, elles osent moins. Et elles se limitent alors qu'elles sont autant, voire plus compétentes parfois. Ça, c'est aussi un souci qu'on a. Moi, personnellement, donc, dans la tech, j'ai pas eu un parcours très technique. Donc je suis pas développeuse ni ingénieur réseau. Donc, je pourrais pas parler de ce point de vue-là. Mais dans la partie innovation, gestion de projet en lien avec la tech, j'ai été quand même assez bien accueillie. Et les femmes sont assez représentées. Mais encore une fois, c'est une filière moins technique. Et souvent, les femmes dans la tech, elles sont dans les filières un peu moins techniques, malheureusement. Après, dans le no-code, donc vraiment un milieu à part, c'est un milieu, encore une fois, très masculin. Moi, encore une fois, je pense que mon ego fait que ça m'impacte pas. Mais ça peut impacter, en fait, quand même des jeunes filles qui aimeraient s'y intéresser, qui sont un peu bloquées parce que les gars qui mettent le no-code en avant sont des gars, justement. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, je remarque de plus en plus d'initiatives pour promouvoir les jeunes femmes dans les STEM, donc dans la tech et dans les sciences. Vous avez des filières où on vous encourage, où on fait de la discrimination positive. Vous avez des bourses, vous avez des programmes de mentorat pour vous. Vous avez au niveau des entreprises des quotas, ou en tout cas des quotas officiels ou officieux, pour encourager le recrutement de femmes dans ce genre de tech, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est complètement logique, qu'on ne peut pas faire avancer la tech sans les femmes. Aujourd'hui, l'IA, par exemple, elle a besoin des femmes. L'IA, au début, on a failli avoir une IA que pour les hommes. T'imagines les billets, en tout cas, de pensée. On peut pas avoir, de la manière, on peut pas avoir de l'IA sans les noirs, les arabes, tout le monde en fait. Mais les femmes sont hyper, en tout cas, importantes, tu vois. Donc, elles sont en tout cas valorisées. Il y en a peu, mais celles qui y vont sont valorisées. C'est vraiment une filière où il faut y aller parce que pour moi, il y a des choses à faire. Trop bien. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Je regardais l'autre jour, tu sais, l'école 42 là, de Xavier Niel qui forme au codage, au développement pendant 3 ans. Et bien là, à la fin du mois, ils font une semaine donc gratuite que pour les femmes, d'une semaine de découverte en fait du codage, de la programmation et tout et tout. Et je me dis que ça veut dire que même les personnes un peu institutionnalisées dans ce domaine-là, ils essayent d'encourager et tout. Et mais clairement, ils essayent d'encourager. Je pense que c'est aussi une éducation peut-être des parents. Tu vois, un garçon de 13 ans qui reste sur son ordi à jouer, personne n'a le critiqué. Mais une fille qui passe la journée à aller sur l'ordinateur, on va dire, t'es un garçon manqué, tu sors pas chez toi et tout. Il est ta maman. Tu vois, ce genre de choses. L'éducation genrée, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je vois un peu avec les parents que j'ai autour de moi qui essayent de faire l'inverse justement et de pas offrir que des livres sur les princesses et tout parce que en fait non on offre des livres sur des astrophysiciennes sur voilà pour avoir d'autres rêves sur des footballeuses sur totalement et on en revient encore une fois. Moi je pense que c'est mon expression du jour, le champ des possibles. Oui, c'est ça. Quand exactement. Le champ des possibles pour les filles, c'est les chanteuses et les danseuses et les maquilleuses et voilà, ça va pas aller très loin quoi. Oui. Mais si tu leur parles des grandes femmes de l'histoire, des grandes femmes actuelles qui font des choses,
Alors, ça peut parler, ouais. Ouais, c'est vrai, en vrai, c'est comme dans le foot féminin, j'y pensais, mais c'est tellement aussi, tu vois, méprisé, négligé et tout, qu'il y a peu de femmes qui, quand elles font du foot, se disent ouais, je peux aller dans cette voie, parce qu'elles se disent non, c'est mort. C'est ça, en fait. Et non, mais justement, en ce moment, c'est un peu plus valorisé. On voit en tout cas des matchs à la télévision, ce qu'on ne voyait pas avant. Voilà. Et du coup, ça, moi, j'en suis sûre que là, d'ici 10 ans, 15 ans, on verra les effets de ça aujourd'hui, en fait. Les jeunes filles qui vont les voir aujourd'hui voudront être comme elles. Donc, tout ce qui est représentation, c'est pas à négliger en réalité. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que, aussi, pour nous, c'est grave motivant de voir des gens issus de la banlieue et tout qui entreprennent. Je sais qu'il y a plein de gens qui étaient motivés par exemple par Mae West et son équipe. Les pauvres gens, j'oublie leur prénom alors que c'est Broken de Broad, mais il y a Steven et le troisième, je ne connais pas ton prénom, mais t'inquiète, t'es dans ma quête. Mais ouais, c'est ça, on voit des projets comme ça, comme Uncle G, plein de trucs comme ça, et je me dis, c'est vraiment ça qui va permettre de, comme tu disais, le champ des possibles, d'avoir connaissance qu'il y a des gens qui font des choses, et aussi de montrer que l'échec c'est rien, tu vois. Et parce qu'il y a ce mythe aussi, tu vois, ce tabou-là de l'échec, comme on disait et tout. Et voilà, se dire non, mais on y va, on apprend des choses, si nous on peut le faire, vous pouvez le faire. Et il y a plein de structures qui peuvent vous aider et tout, donc ouais. Je trouve que c'est le message, ça serait vraiment ça. D'aller chercher les infos, d'aller chercher les possibilités et de ne pas se limiter. Pas se limiter et de pas se dire c'est pas fait pour moi, qu'est-ce que je ferais là-bas. Ouais, croyances limitantes et tout. Si on a envie de le faire, on y va. Exactement. Ça, c'est trop important aussi. De pas s'arrêter au jugement des autres, aux injonctions sociales, aux trucs pareils. Si vous n'avez pas envie d'avoir un CDI, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas envie de vous mariez pas. Non, mais clairement, vraiment vous décorrélez complètement de la vie des autres. Je suis d'accord. Du coup, la question de la fin qu'on posera à tout le monde et que je trouve intéressante parce que avec sincérité, ça permet d'en savoir plus sur l'autre. Et voilà, si tu avais pu faire quelque chose différemment, peu importe, personnellement, professionnellement, ça aurait été quoi? Si j'avais pu faire quelque chose différemment, je pense que j'aurais plutôt développé ma spiritualité, plutôt demandé à Dieu. Je pense que j'ai eu vraiment une période de recherche, de confusion, une période de laxisme aussi. Et je pense que ma vie elle a commencé à aller mieux dès que je me suis rapprochée de lui. Donc j'aurais fait beaucoup plus tôt. Ouais. C'était un peu une crise identitaire, tu te cherchais mais sans te trouver. Ouais, en fait, c'était plutôt, je lui parlais pas. Tu sais, en gros, c'est ça que tu parles. La proximité. C'est ça, manque de proximité, je lui parlais pas, je lui demandais pas. J'étais beaucoup dans un peu un brouillard, un peu un côté monotonie, mais triste, tu vois. Et je pense que si je m'étais retournée vers lui beaucoup plus tôt, ça aurait été mieux. Et je pense que, en gros, là, si je pouvais revenir en arrière, je pense que je parlerais à ma jeune moi-même et je lui dirais arrête de chercher, demande à Dieu, fin de l'histoire, commence pas à trop réfléchir, lâche prise et puis fais-lui confiance et voilà. Ouais, surtout pour le lâche prise. Ça... Exact, ça libère en réalité. Je comprends. Et c'est un apprentissage, tu vois, tu passes par des phases pour apprendre ça. Ok. Mais si j'ai c'est ce que j'aurais conseillé à ma jeune moi-même. Et elle était comment la Issada jeune? C'était qui l'enfant? C'était qui? Voilà, elle voulait devenir chanteuse et mannequin et danseuse. J'étais faite pour être Oprah des States et tout. Non, franchement, elle était Elle était super timide. À la fois timide et extravertie, c'est bizarre. Ouais. Mais je pense mal dans sa peau, je pense complexée, je pense en recherche de validation des autres. Et du coup, j'ai appris à me valider moi-même. Je pense que elle était gentille à mon avis. Je pense qu'elle était gentille, je pense qu'elle était ambitieuse. Mais juste en manque de direction. Ouais. Elle serait fière aujourd'hui? Oh, super bonne question. Je pense qu'elle serait impressionnée, ouais. Voilà, trop bien. Franchement, merci Aïssata, j'ai kiffé notre discussion. Pareil. On a parlé de plein de choses, c'est super intéressant. Si vous voulez la revoir dans une interview, écoutez, vous me le dites, parce qu'on balaye énormément de sujets généraux, etc. Mais on peut faire des interviews sur un sujet précis, ou voilà, vous nous dites en commentaire. Et surtout, vous pouvez retrouver Aïssata dans quel réseau par rapport à, par exemple, ton projet entrepreneurial? Oui, sur LinkedIn, n'hésitez pas à me chercher, je réponds un maximum aux messages, et puis aussi pour la page d'entreprise.
Et sur Instagram aussi, j'ai ma page à moi et puis la page d'entreprise pareil, le plan B. Ok. .io. On mettra tout en description. Yes. Et voilà, bah, c'était un plaisir. Merci à à toi toi pour la bonne humeur. Merci. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pareil sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram. Et les prochaines interviews arrivent. Voilà, bisous. Bye. Salut.